Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre épisode va donner la parole à deux femmes scientifiques. Léa Gerasimov travaille aujourd'hui à l'université de Gand en Belgique. Elle a toujours aimé les différentes sciences, ce qui la pousse à étudier la biologie, la chimie, avant de se lancer dans une thèse effectuée dans un laboratoire de pharmacie. Au cours de cette thèse, elle a fait la connaissance de Natalia Ortiz Silva, une biochimiste originaire du Chili. Elle est venue en France pour faire ses études de master et de doctorat. Elle travaille aujourd'hui sur la congélation des cellules pour mieux les conserver et les utiliser dans les traitements médicaux. Dans cette vidéo, elles vont nous parler de leur parcours et de ce qu'elles aiment dans leur métier. Nous allons vous présenter à la fois notre parcours en tant que chercheuse scientifique, mais aussi parler de la place des femmes dans la science, que ce soit en France, mais aussi à l'étranger, avec l'exemple du Chili de Natalia. Donc en ce qui me concerne, j'ai eu un parcours qui a été orienté vers les sciences, notamment dès le lycée, parce que je cherchais vraiment une discipline où je peux avoir à l'interface plusieurs matières, parce que j'aimais vraiment toutes les matières qu'on pouvait avoir au lycée, et j'ai trouvé dans la SVT vraiment ce mélange à la fois de chimie, de biologie, de sciences de la Terre, de physique, qui m'a beaucoup plu. C'est pour ça qu'ensuite, j'ai fait une classe préparatoire BCPST, donc on retrouvait ce mélange des matières puisqu'on a de la biologie, de la chimie, de la physique, mais aussi des sciences de la Terre. Et donc, j'ai fait cette prépa au lycée Henri IV avec une équipe pédagogique qui supportait beaucoup les élèves et notamment un de mes professeurs donc Monsieur Dejean, m'avait donc recommandé, il m'avait dit, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle école, tu pourras vraiment développer tes projets et si jamais tu as vraiment cette passion pour la science. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai un petit peu délaissé la biologie pour aller vers une école d'ingénieur en chimie ParisTech. Mais j'ai toujours essayé de garder ce petit lien avec la biologie au sein de l'école par rapport à des stages, mais aussi par rapport à des options et des masters que j'ai fait en parallèle où on étudiait vraiment cette interface entre biologie et chimie. Ensuite, j'ai effectué un doctorat, une thèse dans un laboratoire de pharmacie qui justement m'a permis, donc avec le docteur Julien Nicolas, de développer des particules dans lesquelles j'ai mis un médicament contre le cancer à l'intérieur. Donc ça, c'était vraiment la partie chimie, de développer la particule. Et ensuite, je l'ai testé sur des modèles biologiques, notamment des cellules, mais aussi sur des animaux. Et donc ça, on retrouve vraiment la partie biologie. Et ensuite, après cette thèse, j'ai continué donc par un post-doctorat à l'étranger, donc ici en Flandre, en Belgique, toujours dans un laboratoire de pharmacie, et ici je m'intéresse plutôt aux maladies des yeux. Mais dans tous les cas, ma ligne conductrice, on va dire, durant ces études scientifiques, c'était d'allier cette interdisciplinarité et aussi, j'ai beaucoup apprécié dans ces études le fait d'approfondir et d'avoir cette méthode d'essai-erreur où on va faire beaucoup d'erreurs, mais ça va nous permettre d'apprendre et de réussir par la suite. Je suis Natalia, je viens du Chili. J'ai fait mes études de biochimie à l'université de Concepción et puis je suis venue en France pour faire mes études de master et de doctorat en sciences pharmaceutiques. Donc c'est là que j'ai rencontré Léa et plein d'autres femmes dans les sciences qui ont été vraiment très inspirantes et qui venaient vraiment des quatre coins du monde. Donc mon intérêt pour la science a venu depuis que j'étais vraiment très petite. C'est surtout poussé par la curiosité que je sentais de comprendre les choses et surtout le corps humain. Donc pendant le lycée et le collège, j'ai vite compris que pour étudier tout ça, il fallait faire vraiment quelque chose de multidisciplinaire. Et c'est là que j'ai pris la décision de faire la licence en biochimie. Donc une science qui s'intéresse vraiment aux réactions chimiques qui ont lieu dans les êtres vivants. À la fin de ma carrière en biochimie, j'ai eu l'opportunité de faire un long stage d'1 an en recherche. Et c'est là que j'ai vite compris que c'est ce que je voulais faire pour mon futur. Et mes journées consistaient vraiment à faire des expériences pour essayer de répondre à certaines questions. Donc même si ces expériences finalement parfois on ne fonctionnait pas ou ne répondait pas vraiment les questions comme on voulait, ça nous donnait encore plus d'envie à essayer d'y répondre en faisant d'autres expériences et je trouvais que tout cet environnement était vraiment très intéressant et passionnant pour moi. Donc
Bon, après, pendant ma thèse, donc à l'université Paris-Saclay et sous la direction du professeur Hervé Hilero, on s'est intéressé au phénomène ou vraiment à la préservation de cellules thérapeutiques. Donc les cellules thérapeutiques, c'est un type de cellules qu'on peut utiliser comme médicament, on va dire, pour traiter certaines maladies. Donc nous, on s'intéressait vraiment à comment préserver ces cellules et comment surtout les protéger lors de cette préservation. Et donc on a un peu travaillé sur une capsule de gel qui va autour des cellules pour essayer justement de les protéger de la croissance des cristaux de glace. Aujourd'hui, je suis en post-doctorat à la Sorbonne Université où en fait je m'intéresse encore à la congélation de cellules, sauf que maintenant d'un point de vue beaucoup plus dans la physique, plus précisément dans la physico-chimie du processus. Et c'est vrai que forcément la physique c'était pas quelque chose qui m'intéressait vraiment au début, c'est pourquoi j'ai fait biochimie et pas autre chose. Sauf qu'en fait maintenant que je vois vraiment son application concrète à la biologie, ça m'a vraiment incité une curiosité encore dessus, et c'est pour ça que j'ai décidé d'un peu bouger à la physico-chimie et m'éloigner un petit peu de la biologie pendant ce post-doctorat. Donc ça c'est quelque chose que je pense que c'est quelque chose de très particulier au parcours scientifique de chercheur, car on peut quand même jouer sur notre parcours et un peu choisir qu'est-ce qu'on veut plus s'approcher ou pas. Donc c'est vraiment quelque chose de malléable, et je trouve que c'est un privilège qui n'est pas forcément tout le temps dans les autres carrières. Nous avons aussi décidé de vous parler un petit peu de la place de la femme dans nos différentes études scientifiques et parler à quel point elle a été représentée ou non. Alors c'est vrai que dans les classes préparatoires en France, on a beaucoup moins de filles que de garçons qui y vont, même si ce chiffre est autour de 40% maintenant. Par contre, il est toujours en baisse dans les filières scientifiques, à l'exception justement de la classe préparatoire que j'ai faite, qui est la BCPST, dans laquelle on a quand même une proportion de femmes qui est très importante, notamment parce que la biologie, la chimie, c'est des matières qui les femmes sont plus attirées, en tout cas ce qui ressort dans les chiffres, par ces matières. Et donc en fait ça va se ressentir ensuite au niveau de l'école d'ingénieurs, parce que par exemple les écoles AgroParisTech, ce sont des écoles où on va avoir plus de 60% de femmes dans les promotions, notamment parce qu'elles sont issues des classes préparatoires BCPST. En ce qui concerne l'école Chimie ParisTech, qui reste une école de chimie, on a un équilibre un petit peu parfait, puisqu'on va avoir 50% de femmes et 50% d'hommes. Donc c'est vrai que dans mon expérience personnelle, quand je regarde la classe préparatoire et l'école d'ingénieurs, je peux pas vraiment noter d'inégalité ou de déséquilibre entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes, puisque ça a toujours été plus ou moins une filière qui attire des femmes. Ensuite, lorsque j'ai effectué ma thèse dans un laboratoire qui est plutôt de pharmacie, de galénique, pareil, c'est un secteur qui attire pas mal de filles, donc on a toujours cet équilibre plus ou moins respecté entre les filles et les hommes. La seule chose que je peux dire en termes de déséquilibre, c'est plutôt donc quand on allait voir d'autres écoles d'ingénieurs, comme par exemple Polytechnique ou d'autres, où là on avait beaucoup plus d'hommes que de femmes, et c'est une tendance qui reste quand même assez constante. Et puis maintenant, dans mon postdoctorat, donc j'ai à effectuer beaucoup de collaborations avec différents collaborateurs, notamment dans des autres domaines que la chimie et la biologie, par exemple la physique. Et c'est là où je vais m'apercevoir qu'on a quand même beaucoup plus d'hommes que de femmes. Donc ça dépend, je dirais, vraiment du secteur de la science par rapport à cette place de la femme. Par rapport à la place des femmes dans les sciences tout au long de mon parcours, je peux dire que j'ai un peu eu la chance d'évoluer dans un environnement où les femmes étaient vraiment majoritaires. Donc c'est vraiment lié au fait que j'étais plutôt liée au monde de la biologie pendant par exemple mon étude de licence, ou au monde pharmaceutique pendant mon master et ma thèse. Et mais en tout cas même aujourd'hui que je suis plutôt dans un labo chimie physique, ces inégalités sont pas vraiment présentes, mais c'est quelque chose qui n'est pas toujours représentatif de la réalité, parce que si on va et on regarde les chiffres par exemple de l'UNESCO sur les femmes dans les sciences, on peut voir que les femmes chercheuses ne représentent que le 30% des chercheurs à niveau mondial.
donc ce qui reste assez bas encore. Et ce chiffre peut même descendre à 20% lorsqu'on se tourne vers la physique, les maths ou l'informatique. Donc il y a encore du travail à faire pour pallier un peu ces inégalités, mais le chemin est beaucoup plus ouvert qu'il y a des années. Et en fait, c'est très encourageant aussi de savoir que les chiffres ne font qu'augmenter. Aussi de souligner que donc on a parfois ce déséquilibre entre femmes et hommes dans la science, mais il existe de plus en plus des programmes et des accompagnements qui visent à pallier ce déséquilibre. Donc on trouvait important avec Natalia de vous rappeler ou de faire connaître certains de ces dispositifs en France, mais également à l'étranger. Donc en ce qui concerne mon expérience, quand j'ai fait ma thèse à l'université Paris-Saclay, il y avait, et il y a toujours d'ailleurs, un programme de mentorat qui s'appelle Femmes et Sciences et qui consiste à créer un binôme entre deux chercheuses, deux femmes scientifiques, l'une beaucoup plus expérimentée, donc ça peut être un professeur, un directeur de recherche, et l'autre qui est moins expérimentée, donc par exemple une doctorante. Et donc il y a cette relation qui s'établit, donc par exemple un rendez-vous mensuel, mais aussi on va avoir des programmes qui visent à par exemple améliorer la confiance en soi, des ateliers collectifs, et qui sont essentiellement destinés aux femmes. Quand je remonte également à mon école d'ingénieur, en fait, dans les écoles du groupe ParisTech, on a aussi une association qui s'appelle les Cordées de la Réussite et qui est très intéressante pour accompagner notamment les collégiens et les lycéens vers une carrière scientifique et qui lutte à ces différences de genre dans le domaine scientifique. Donc j'en terminerai par dire que effectivement, la femme n'est pas majoritaire dans le domaine des sciences, mais elle peut le devenir et surtout encourager tous et toutes à faire une carrière scientifique si vous en ressentez l'envie et la passion, parce qu'il y a de plus en plus de dispositifs qui accompagnent les élèves vers ce genre de carrière. C'est justement pour encourager ce changement qu'il existe aujourd'hui plein de programmes qui cherchent à intéresser les filles et aussi à faire qu'elles restent dans les sciences. Donc Léa a notamment présenté quelques initiatives qui sont faites en France, mais en fait il y en a aussi plein à l'international. Donc je voulais vous mentionner en particulier une qui pouvait être vraiment intéressante pour vous. Donc c'est le programme qui s'appelle 1000 Girls, 1000 Futures, organisé par la New York Academy of Science. Donc elle se dirige à des filles entre 13 et 17 ans de partout dans le monde, parce que c'est un programme 100% en ligne et qui dure 1 an et qui en fait consiste à mettre en contact une femme chercheuse avec une fille intéressée dans les sciences et travailler ensemble sur un projet scientifique réel. Donc je trouve que c'est vraiment très intéressant pour des filles qui ont peut-être un petit intérêt sur les sciences pour pouvoir avoir plus d'informations sur comment se développer pendant la carrière ou l'évolution pendant les années. Donc non seulement ça, je trouve aussi que c'est un programme intéressant pour aussi avoir le contexte international qui du coup est vraiment très présent dans les sciences. On rencontre des personnes de partout dans le monde et je pense aussi que c'est quelque chose de très enrichissant. Tout ça pour vous dire et vous encourager aussi à devenir des femmes chercheuses si jamais vous ressentez cette curiosité et aussi vous êtes le type de personne à se poser plein de questions, à aussi avoir une envie constante d'apprendre. Alors, comme je l'ai dit avant, dans mon postdoctorat, on vise à améliorer le traitement des maladies oculaires. Et notamment, on va faire des particules dans lesquelles on va mettre un médicament. Et le but, c'est vraiment d'accumuler ces particules dans le fond de l'œil. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser des tissus de l'œil, et notamment la rétine. Et on va découper ces tissus et les mettre sur une lame de microscope. On va aussi les traiter avec différents colorants pour voir les composés de ces tissus. Donc pour observer ces différents composés, on a besoin d'un microscope spécial qui s'appelle le microscope confocal, dans lequel on va placer notre lame de microscope. Il faut que ce soit protégé de la lumière, donc nous fermons toutes les portes et on peut observer soit directement au microscope, mais surtout à l'aide d'un logiciel où on peut régler différents paramètres. Donc ici, notre échantillon, on va essayer d'observer différentes couleurs. Et la première chose qu'on voit, c'est le vert qui représente nos cellules. Et ici, on peut voir les vaisseaux sanguins.
On peut également être plus précis et voir en bleu les noyaux de nos cellules. Mais nous, on s'intéresse aussi à nos particules. Est-ce qu'elles ont été accumulées dans le fond de l'œil sur ces tissus? Et donc ces particules, on les a colorées en orange. Et on peut voir ici qu'on a beaucoup de signal orange. Et quand on met tout ensemble, on peut voir nos cellules, nos vaisseaux sanguins et des petites zones oranges qui correspondent à nos particules qui ont été facilement accumulées à la rétine. Alors, je voulais vous montrer une expérience que je faisais beaucoup pendant mes études de doctorat. Donc, ici, on peut voir un schéma des cellules encapsulées dans une capsule de gel. Et en fait, ce qu'on voulait voir, c'était son comportement à la congélation. Donc, pour cela, on a utilisé un cryomicroscope, qui est en fait un microscope qui est équipé d'une petite machine ici qui va permettre de descendre la température de ce qu'on est en train d'observer au point que notre échantillon va se congeler. Donc c'est ce qu'on va observer ici. Donc ici on a notre capsule encore de gel et là la température descend. Là on a vu que les cristaux de glace se sont formés à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de notre capsule. Et puis on va regarder la décongélation de celle-ci. Et on peut voir, voilà, que notre capsule a vraiment changé de forme et présente des styles de pores à l'intérieur. Donc on s'intéressait vraiment à comment créer cette capsule pour modifier le comportement à la congélation.